Ariste, que trouvez-vous à redire dans mon raisonnement? Théodore, il y a beaucoup d'esprit, car vous ne manquez pas de ce côté-là, mais le principe en est obscur, il n'est point appuyé sur des idées claires. Prenez-y garde, vous croyez connaître ce que vous ne faites que sentir, et vous prenez pour principe un préjugé dont vous aviez reconnu la fausseté auparavant. Mais pour faire sentir la fausseté de votre preuve, souffrez que je fasse sur vous une petite expérience. Donnez-moi votre main, je ne vous ferai pas grand mal. Présentement, que je vous frotte le creux de la main avec le bout de ma manche. Ne sentez-vous rien, Ariste? Je sens un peu de chaleur ou une espèce de chatouillement assez agréable, Théodore. Et maintenant, Ariste, ah Théodore, vous me faites mal, vous me frottez trop rudement. Je sens une douleur qui m'incommode. Théodore, vous vous trompez, Ariste, laissez-moi faire. Vous sentez un plaisir 2 ou 3 fois plus grand que celui que vous sentiez tout à l'heure. Je m'en vais vous le prouver par votre même raisonnement. Prenez garde. Le frottement que je fais dans votre main est la cause de ce que vous y sentez. Or, la cause entière est à sa moitié comme 2 à 1, et les effets répondent exactement à l'action de leur cause. Donc, l'effet de la cause entière ou de l'action entière de la cause est double de l'effet de sa moitié. Donc, en frottant une fois plus fort ou plus vite, ce mouvement redoublé doit produire une fois plus de plaisir. Donc je ne vous ai point de douleur, si ce n'est que vous prétendiez que la douleur soit au plaisir comme 2 à 1. Ariste, me voilà bien puni d'avoir raisonné sur un principe obscur. Vous m'avez fait du mal, et pour toute excuse, vous me prouvez que vous m'avez fait un double plaisir. Cela n'est point agréable. Théodore, vous en êtes quitte à bon marché, car si nous eussions été auprès du feu, j'eusse peut-être bien fait bien pis. Ariste, que n'eussiez-vous fait? Théodore, apparemment, j'eusse pris un charbon ardent, et je l'eusse d'abord approché un peu de votre main, et si vous m'eussiez dit que cela vous ferait plaisir, je l'y aurais appliqué afin de vous en donner davantage, et puis je vous aurais prouvé par votre raisonnement que vous auriez tort de vous plaindre. Ariste, vraiment je l'ai échappé belle. Est-ce ainsi que vous instruisez les gens? Théodore, comment voulez-vous que je fasse? Quand je vous donne des preuves métaphysiques, vous les oubliez incontinent. Il faut bien que je les rende sensibles afin que vous les compreniez sans peine et que vous vous en souveniez toujours. Pourquoi avez-vous oublié sitôt qu'il ne faut raisonner que sur des idées claires, qu'une corde ébranlée ne peut au plus qu'agiter l'air qui l'environne et qu'elle ne peut produire les divers sons que vous entendez? Ariste, c'est que dès que je touche la corde, j'entends le son. Théodore, je le vois bien. Mais vous ne concevez pas clairement que les vibrations d'une corde puissent répandre ou produire le son. Vous en êtes demeuré d'accord, car le son n'est point renfermé dans l'idée de la matière, encore moins le pouvoir d'agir dans l'âme et de le lui faire entendre. De ce que les tremblements d'une corde ou de l'air sont suivis d'un son et de tels sons, jugez-en que les choses étant comme elles sont, cela est nécessaire afin qu'on les entende. Mais ne vous imaginez pas qu'il y ait un rapport nécessaire entre ces choses. Apparemment, je n'entends pas les mêmes sons que vous, quoique j'entende peut-être les mêmes tons ou les mêmes consonances, car si le tambour de mon oreille est plus ou moins épais que le vôtre, d'une certaine quantité, qu'il fasse qu'il s'accorde plus facilement en prenant un autre ton qu'en prenant le même, ce qui est fort vraisemblable assurément, tout le reste étant égal. J'entends un son plus haut que vous lorsqu'on touche cette corde. Enfin, je ne vois nul rapport de grandeur entre les consonances. Il n'est point clair que la différence des sons qui les composent soit du plus ou moins comme les cordes qui les rendent. Cela me paraît évident. Ariste. Cela me paraît tel, mais puisque les tremblements d'une corde ne sont point la cause du son, d'où vient que j'entends le son lorsqu'on touche la corde? Théodore. Il n'est pas temps, Ariste, de résoudre cette question. Lorsque nous aurons traité de l'efficace des causes ou des lois de l'union de l'âme et du corps, elle se résoudra sans peine. Je ne pense présentement qu'à vous faire remarquer la différence qu'il y a entre connaître clairement et sentir confusément. Je ne pense qu'à vous bien convaincre de cette importante vérité que pour connaître les ouvrages de Dieu, il ne faut pas s'arrêter aux sentiments qu'on en a, mais aux idées qui les représentent. Car, je ne puis trop vous le répéter, il ne faut pas consulter ses sens, ses propres modalités, qui ne sont que ténèbres, mais la raison qui nous éclaire par ces divines idées, par des idées immuables, nécessaires, éternelles. Ariste, j'en demeure d'abord, j'en suis pleinement convaincu. Passons outre, car je me lasse de vous entendre incessamment redire les mêmes choses. Théodore,
Nous passerons à ce qu'il vous plaira, mais croyez-moi, il ne suffit pas de voir un principe, il faut le bien voir, car entre voir et voir, il y a des différences infinies. Et le principe que je vous inculque est si nécessaire et d'un si grand usage qu'il faut l'avoir toujours présent à l'esprit et ne pas l'oublier comme vous faites. Mais voyons, si vous en êtes bien convaincu et si vous savez bien vous en servir, dites-moi pourquoi deux cordes étant en unisson, on peut en toucher une sans ébranler l'autre. Ariste, cette question me paraît bien difficile, car j'en ai lu dans certains auteurs beaucoup d'explications qui ne me satisferont guère. J'appréhende que ma réponse ne m'attire encore quelques petites railleries ou que vous ne fassiez quelque expérience à mes dépens. Théodore. Non, non, Ariste, ne craignez rien, mais n'oubliez pas le principe des idées claires. Je ne devrais pas vous en avertir si souvent, mais j'ai peur que la sympathie ou quelque autre chimère ne vous empêche de le suivre. Ariste, voyons un peu, lorsque je touche cette corde, elle ébranle l'air par ses vibrations. Or, cet air agité peut communiquer quelques mouvements aux autres cordes qu'il rencontre. Théodore, fort bien, mais les dissonantes, aussi bien que celles qui rendent le même son, seront ébranlées. Ariste, c'est à quoi je pensais. Un peu de sympathie viendrait assez bien ici, mais vous n'en voulez point. Théodore, je reçois volontiers ce mot pour ce qu'il vaut. Il y a sympathie entre les cordes de même son. Cela est certain, puisqu'elles agissent les unes sur les autres, car c'est ce que ce mot signifie. Mais d'où vient cette sympathie? C'est ce qui fait la difficulté. Ariste, ce n'est point à cause de leur longueur ou de leur grosseur, car il y a sympathie entre des cordes inégales, et il n'y a point de sympathie entre des cordes égales, si elles ne rendent le même son. Il faut donc que tout dépende du son. Mais à propos, le son n'est point une modalité de la corde, et elle ne peut le produire. D'où viendra donc cette sympathie? Me voici bien embarrassé. Théodore, vous vous embarrasserez de peu de choses. Vous embarrassez de peu de choses. Il y a sympathie entre les cordes de même son. Voilà le fait que vous voulez expliquer. Voyez donc ce qui fait que deux cordes rendent un même son, et vous aurez tout ce qui est nécessaire pour découvrir ce que vous cherchez. Ariste, si deux cordes sont égales en longueur et en grosseur, ce sera l'égalité de leur tension qui fera qu'elles rendront le même son. Et si elles sont inégales seulement en longueur, si l'une est par exemple double de l'autre, il faudra qu'elle soit tendue par une force quadruple. Théodore, que fait donc dans des cordes égales une tension plus ou moins grande? Ariste, elle les rend capables d'un son plus ou moins aigu. Théodore, oui, mais ce n'est pas là ce qu'il nous faut. Nous n'avons que faire de la différence des sons. Nul son ne peut ébranler cette corde, car le son est plutôt l'effet que la cause du mouvement. Dites-moi donc comment la tension fait-elle que le son devient plus aigu? Ariste, c'est apparemment parce qu'elle fait que la corde a des tremblements plus promptes. Théodore, bon voilà tout ce qu'il nous faut, car le tremblement et non le son de ma corde pourra faire trembler la vôtre. Deux cordes égales en longueur et en grosseur et également tendues rendent un même ton, un même son, par cette raison qu'elles ont des tremblements également prompts. Et si l'une monte plus haut que l'autre, c'est une marque qu'elle est plus tendue et qu'elle fait plus promptement chacune de ses vibrations. Or, une corde n'en ébranle une autre que par le moyen de ses vibrations, car un corps n'en meut un autre que par le moyen de son mouvement. Cela étant, dites-moi maintenant pourquoi les cordes de même son se communiquent leur tremblement, et pourquoi les dissonantes ne le font point, du moins d'une manière qui soit sensible. Ariste, j'en vois clairement la raison. Voici deux cordes de même son, voilà la vôtre, voici la mienne. Quand je lâche ma corde, elle pousse l'air vers vous, et cet air poussé ébranle quelque peu votre corde. La mienne fait encore en fort peu de temps quantité de semblables vibrations, dont chacune ébranle l'air et pousse votre corde comme a fait la première secousse. Voilà ce qui la fait trembler, car plusieurs petites secousses données à propos peuvent produire un ébranlement sensible. Mais lorsque ces petites secousses viennent à contretemps, elles se nuisent les unes aux autres. Ainsi, lorsque deux cordes sont dissonantes, on ne peut faire leur vibration en temps égal ou multiple, ou du moins commensurable, à cause qu'elles sont inégalement bandées, ou de longueur et grosseur inégales et incommensurables. Elles ne peuvent s'ébranler l'une l'autre. Car si la première se meut et pousse l'air et la seconde corde vers vous dans le temps que cette seconde revient vers moi, alors elle en diminuera le mouvement au lieu de l'augmenter. Il faut donc que les vibrations des cordes se fassent en temps égal ou multiple.
afin qu'elles se communiquent mutuellement un mouvement assez grand pour être sensibles. Et leur mouvement est d'autant plus sensible que la consonance qu'elles rendent approche plus de l'unisson. C'est pourquoi dans l'octave, elles s'ébranlent davantage que dans la quinte, et dans la quinte, plus que dans la quarte, parce que les deux cordes recommencent plus souvent leur vibration dans le même instant. Êtes-vous bien satisfait de cette raison, Théodore? Tout à fait, Ariste, car vous avez suivi le principe des idées claires. Je comprends fort bien que les cordes de même son s'ébranlent mutuellement, non par la sympathie de leur son, car le son ne peut être la cause du mouvement, mais par l'accord de leur vibration, qui ébranle ou secoue l'air dans lequel elles sont tendues. Tant que vous raisonnez des propriétés des corps sur les idées des figures et des mouvements, je serai content de vous, car vous avez l'esprit si juste qu'il est difficile que vous fassiez un méchant raisonnement en suivant un principe clair. En effet, si nous tombons si souvent dans l'erreur, cela vient plutôt de la fausseté ou de l'obscurité de nos idées, ou que de la faiblesse de notre esprit. Les géomètres se trompent rarement et les physiciens presque toujours. Pourquoi cela? C'est que ceux-ci raisonnent ordinairement sur des idées confuses, et cela sur les idées les plus claires que nous ayons. Ariste, je vois bien que jamais la nécessité de votre principe, vous avez bien fait de me le répéter souvent et de me le rendre sensible. Je tâcherai de m'en souvenir. Il ne faut point juger des objets sensibles sur les sentiments dont ils nous frappent, mais sur les idées qui les représentent. Nos sentiments sont confus, ce ne sont que des modalités de notre âme qui ne peuvent nous éclairer. Mais les idées que la raison nous découvre sont lumineuses, l'évidence les accompagne. Il suffit de les considérer avec attention pour en découvrir les rapports et s'instruire solidement de la vérité. N'est-ce pas là, Théodore, ce que vous voulez que je me mette bien dans l'esprit? Théodore, oui, Ariste, et si vous le faites, vous voyagerez sans crainte dans les pays des intelligences. Vous en éviterez prudemment les lieux inaccessibles ou trop dangereux, et vous n'appréhenderez plus ces fantômes caressants qui engagent insensiblement dans l'erreur les nouveaux voyageurs de ces contrées. Mais ne vous imaginez pas de bien savoir ce que je viens de vous dire, et ce que vous avez répété vous-même. Vous ne le saurez exactement que lorsque vous y aurez médité souvent, car on n'apprend jamais bien ce qu'on entend dire aux hommes, si la vérité intérieure ne nous le répète dans le silence de toutes les créatures. Adieu donc, Ariste, je vous laisse seul avec la raison, consultez-la sérieusement et oubliez tout le reste. Quatrième entretien. En général de la nature et des propriétés des sens, de la sagesse des lois de l'union de l'âme et du corps, cette union changée en dépendance par le péché du premier homme. Ariste, d'où venez-vous, Théodore? J'étais dans l'impatience de ne point vous rencontrer. Théodore, quoi donc? Est-ce que la raison ne vous suffit pas et que vous ne pouvez passer agréablement le temps avec elle si Théodore n'est de la partie? La raison suffit pour une éternité aux bienheureuses intelligences, et quoique je ne vous ai laissé avec quelques heures, l'impatience vous prend de ne point me voir, de ne me point voir. À quoi pensez-vous? Prétendez-vous que je souffre, que vous ayez pour moi un attachement aveugle et déréglé? Aimez la raison, consultez-la, suivez-la, car je vous déclare que je renonce à l'amitié de ceux qui la négligent et qui refusent de se soumettre à ses lois. Ariste, doucement, Théodore, écoutez un peu, Théodore. Il ne peut y avoir d'amitié durable et sincère si elle n'est appuyée sur la raison, sur un bien immuable, sur un bien que tous puissent posséder sans le diviser, car les amitiés fondées sur les biens qui se partagent et qui se dissipent par l'usage ont toujours de fâcheuses suites et ne durent que peu de temps. Fausse et dangereuse amitié. Ariste. D'accord, tout cela est vrai. Rien n'est plus certain. Ah, Théodore, que voulez-vous dire? Ariste, qu'il y a de différence entre voir et voir, entre savoir et ce que nous disent les hommes, dans le temps qui nous le disent, et savoir ce que nous dit la raison dans le temps qu'elle nous répond. Qu'il y a de différence entre connaître et sentir, entre les idées qui nous éclairent et les sentiments confus qui nous agitent et qui nous troublent, que ce principe est fécond, qu'il répand de lumière, que d'erreurs, que de préjugés dissipe. J'ai médité, Théodore, sur ce principe, j'en ai suivi les conséquences et j'étais dans l'impatience de vous voir pour vous remercier de me l'avoir appris. Souffrez que je vous dise ce que les fidèles de Samarie disaient à la Samaritaine, après qu'ils eurent aussi bien qu'elle écouté notre maître commun. Ce n'est plus à cause de ce que vous nous avez dit que nous croyons en lui,
car nous l'avons ouï nous-mêmes et nous savons. Oui, maintenant je suis convaincu, non par la force de vos discours, mais par les réponses évidentes de la vérité intérieure. Je comprends ce que vous m'avez dit, mais j'ai compris bien d'autres choses dont vous ne m'aviez point parlé. Je les ai clairement comprises, et ce qui m'en reste de plus profondément gravé dans la mémoire, c'est que j'ai vécu toute ma vie dans l'illusion, toujours séduit par le témoignage de mes sens, toujours corrompu par leurs attraits. Que les biens sensibles sont méprisables, que les corps me paraissent impuissants. Non, ce soleil quelque éclatant qu'il paraisse à mes yeux, il ne possède ni ne répand point cette lumière qui m'éclaire. Toutes ces couleurs qui me réjouissent par leur variété et par leur vivacité, toutes ces beautés qui me charment, lorsque je tourne les yeux sur tout ce qui m'environne, m'appartiennent à moi. Tout cela ne vient point des corps, n'est point dans les corps, car rien de cela n'est renfermé dans l'idée de la matière. Et je suis persuadé qu'il ne faut point juger des ouvrages de Dieu par les divers sentiments qu'on en a, mais par les idées immuables, nécessaires, éternelles qui les représentent, par l'archétype sur lequel ils ont tous été formés. Théodore, que je sens de plaisir à vous entendre. Je vois bien que vous avez consulté la raison dans le silence des créatures, car vous en êtes encore tout éclairé, tout animé, tout pénétré. Ah, que nous serons bons amis si la raison est toujours notre bien commun et le lien de notre société. Nous jouirons l'un et l'autre dans les mêmes plaisirs. Nous posséderons les mêmes richesses, car la vérité se donne tout entière à tous et tout entière à chacun de nous. Tous les esprits s'en nourrissent sans rien diminuer de son abondance. Que j'ai de joie encore un coup de vous, voir tout pénétrer des vérités que vous me dites. Ariste, je suis aussi tout pénétré de reconnaissance de l'obligation que je vous ai. C'était là le sujet de mon impatience. Oui, vous m'avez enseigné cet arbre du paradis terrestre qui donne aux esprits la vie et l'immortalité. Vous m'avez montré la manne céleste dont je dois me nourrir dans le désert de la vie présente. Vous m'avez conduit insensiblement au maître intérieur qui seul éclaire toutes les intelligences. Un quart d'heure d'attention sérieuse aux idées claires et lumineuses qu'il présente à l'esprit m'a plus appris de vérité, m'a délivré de plus de préjugés que tout ce que j'avais lu dans les livres des philosophes, que tout ce que j'avais ouï dire à mes maîtres et à vous-même, Théodore. Car, quelque juste que soient vos expressions, quand vous me parlez que je consulte la raison, il se fait en même temps un bruit confus de deux réponses différentes, l'une sensible et l'autre intelligible. Et le moindre inconvénient qui en arrive, c'est que la réponse qui me frappe l'oreille partage la capacité de mon esprit et en diminue la vivacité et la pénétration, car il vous faut du temps pour prononcer vos paroles, mais toutes les réponses de la raison sont éternelles et immuables. Elles ont toujours été dites, ou plutôt elles se disent toujours sans aucune succession de temps, et quoi qu'il nous faille quelques moments pour les entendre, il n'y en faut point pour les faire, parce qu'effectivement elles ne sont point faites. Elles sont éternelles, immuables, nécessaires. Souffrez que j'ai le plaisir de vous déclarer une partie de ce que je crois avoir appris de notre maître commun, chez qui vous avez eu la charité de m'introduire. Dès que vous m'eûtes quitté, Théodore, je rentrai en moi-même pour consulter la raison, et je reconnus tout d'une autre manière que lorsque vous me parliez et que je me rendais à vos preuves, que les idées des créatures sont éternelles, que Dieu a formé les corps sur celles de l'étendue, que cette idée doit donc représenter leur nature, et qu'ainsi je devais la considérer attentivement pour découvrir leur propriété. Je compris clairement que de consulter mes sens et chercher la vérité dans mes propres modalités, c'était préférer les ténèbres à la lumière et renoncer à la raison. D'abord mes sens s'opposèrent à mes conclusions, comme s'ils eussent été jaloux contre les idées de se voir exclus par elles d'une prérogative qu'ils possèdent depuis longtemps dans mon esprit. Mais je trouvais tant de fausseté et de contradictions dans l'opposition qu'ils avaient formée, que je les condamnais comme des trompeurs et des faux témoins. En effet, je ne voyais nulle évidence dans leurs témoignages, et je remarquais au contraire une clarté merveilleuse dans les idées qu'ils tâchaient d'obscurcir. Ainsi, quoiqu'ils me parlassent, encore avec confiance, avec hauteur, avec la dernière importunité, je les obligeais au silence, et je rappelais les idées qui me quittaient, à cause qu'elles ne pouvaient souffrir ce bruit confus et ce tumulte des sens révoltés.